Merci à celles et ceux qui nous honorent de leur présence dans cette salle. Merci aux autorités académiques de rehausser notre salle et de lui donner une destination qui lui convient très bien à ma foi. Donc vous êtes chez vous, n'hésitez pas, Votre Excellence. Toujours un plaisir de vous accueillir. Vous savez que vous jouez à domicile et donc c'est un plaisir de vous accueillir sous cette fresque de Fernand Knoff qui est un écrin tout particulier pour les belles questions que nous allons entendre aujourd'hui. On peut se fixer des objectifs modestes au début de chaque journée. C'est de sortir de cette journée en ayant appris quelque chose. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, avec notre éminent conférencier qui va ouvrir cette chaire à nom avec talent, j'en suis sûr, on m'a donné un texte de 5 minutes parce que je suis un garçon capable d'improvisation et ça peut durer longtemps. Et donc mon seul objectif, monsieur l'ambassadeur m'en parlait, est de vous souhaiter la bienvenue en cet hôtel de ville et vous faire part de combien nous sommes fiers d'accueillir un événement de cette qualité. Et donc merci à vous. Je n'aurai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que nous sommes très fiers de notre patrimoine, mais je pense que j'ai pas besoin de vous faire l'article dessus. Vous en êtes tous des fervents défenseurs. Par contre, j'ai essayé d'être dans le thème d'aujourd'hui et j'étais assez embêté parce que je ne connaissais pas la définition que notre conférencier du jour donne aux couleurs de notre capitale et de notre commune de Saint-Gilles. Et donc d'entrée de jeu, je serai un peu cabotin, je m'en excuse, mais je souhaitais vous poser une question sur cette définition du jaune et du bleu. Vous avez à plusieurs occasions fait des citations sur ces couleurs, et donc c'est vrai que j'étais un peu interpellé parce qu'on dit du jaune qu'il est une couleur ambiguë, lumineuse et positive, lorsqu'elle renvoie elle renvoie à l'or et au soleil, négative et infamante lorsqu'elle s'associe à la bille ou à la trahison. Depuis le Moyen-Âge, le jaune souffre d'une mauvaise réputation, c'est la couleur des Judas et des hérétiques et des exclus. Je me sentais déjà plus concerné par cette seconde phrase. Et pour le bleu est la couleur préférée des sociétés occidentales modernes, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le Moyen-Âge a inventé le bleu, avant c'était une couleur secondaire sans statut véritable. Le bleu s'est imposé lentement comme la couleur de la fidélité, de la pureté et de l'infini. Et j'aimerais mettre votre conférence dans notre écrin qu'est l'hôtel de ville, sous ses auspices d'infini. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Francesco Iamarino, je suis l'échevin du patrimoine et donc c'est vraiment un véritable plaisir et honneur d'accueillir ce soir la conférence de Monsieur Michel Pastoureau. Nous sommes vraiment très fiers de pouvoir le faire ici à l'Hôtel de Ville et donc je tiens à remercier tout d'abord l'Académie royale ainsi que la Maison Anon pour cette belle collaboration. Et donc, comme nous sommes plusieurs à prendre la parole ce soir, j'essaierai d'être le plus bref possible, mais je tenais aussi à dire à quel point en tant qu'échevin de la culture et du patrimoine, je suis heureux de pouvoir, et nous sommes heureux à la commune, de pouvoir compter comme institution sur notre territoire la Maison Anon, et fier aussi de pouvoir la soutenir malgré les moyens communaux qui sont limités. Voilà, la Maison Anon, elle vient à peine presque d'émerger et d'apparaître, et donc en peu d'années, c'est impressionnant ce qu'elle a déjà réussi à réaliser. Évidemment, il y a le nombre de visiteurs, mais il y a aussi les événements, la programmation qu'elle propose. Donc il y a une magnifique expo sur le symbolisme qui s'y déroule pour l'instant, que je vous invite à découvrir. Et puis voilà, il y a des événements comme celui de ce soir. Et donc je suis, comme je le disais, vraiment très heureux d'accueillir, comme le disait monsieur le bourgmestre, un conférencier de renommée internationale sous les magnifiques fresques de Fernand Knoff. Et donc je trouve aussi que c'était une belle manière de mettre en avant toute la diversité qu'on a la chance, nous, de disposer à Saint-Gilles en tant que patrimoine. On a donc la Maison Anon, l'Hôtel de Ville, et puis évidemment le musée Horta, et puis la Maison Pelgrims qui vient de réouvrir. On a aussi une magnifique Maison du Peuple sur le parvis. Donc on a la chance de disposer de tout ce magnifique patrimoine. Et là, voilà, je tiens à remercier évidemment les prédécesseurs à la commune qui ont su préserver tous ces joyaux patrimoniaux.
Et donc voilà, on continuera, nous, à essayer de soutenir sa préservation, de la valoriser et de la rendre aussi accessible au plus grand nombre, parce que je crois que c'est aussi un enjeu, qu'elle soit accessible. C'est un enjeu de manière générale dans notre politique culturelle. Et donc, voilà, je pense que c'est important de réaffirmer en ces temps qui sont un peu incertains, cette volonté de défendre la culture et le patrimoine. Je ne serai pas plus long et je vous remercie vraiment de votre présence ce soir et vous souhaite une excellente soirée. Alors on va essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Donc monsieur le bourgmestre, monsieur l'Échevin, votre excellence, madame l'administratrice déléguée, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs en vos titres et qualités. C'est avec une joie sincère, un honneur profond et je le confesse une émotion véritable que je prends la parole en ce jour marqué pour moi d'une pierre blanche, celui de l'inauguration de la chaire Anon. Sous-titre Art, sciences et industrie fin de siècle. L'univers de la famille Anon constitue en effet une clé d'entrée précieuse dans l'esprit du fin de siècle belge, période féconde où se rencontrent les élans de la science, les aspirations de l'art et les exigences de la conscience sociale. À la fin du XIXe siècle, l'Europe se trouve à la croisée des fractures, des illusions, le positivisme triomphant promet un progrès linéaire porté par la science et l'industrie. Mais derrière cette façade rationnelle, le siècle interroge ses propres fondements. La crise économique, les tensions sociales, les bouleversements économiques jalonnent cette période qui est en fait en quête de sens. L'humain y cherche sa place, entre mécanisation du monde et spiritualité, entre productivisme et quête de beauté. Ces interrogations, Jean Delville et Constantin Meunier l'avaient représenté et résonnent aujourd'hui avec une acuité troublante. Édouard Anon, ingénieur éminent chez Solvay, incarne cette synthèse rare, justement, entre rigueur scientifique et sensibilité artistique. Photographe éclairé, il saisit les visages, les paysages et les atmosphères d'un monde en pleine mutation. Et son frère Théo, poète, critique, graveur, fréquente les cercles décadents, collabore avec Robs, Huysmans, etc. Surtout, sa sœur aînée, Mariette Anon Rousseau, biologiste et mycologue, autodidacte, tenait un salon rue Vautier à Ixelles, devenu un haut lieu de la sociabilité intellectuelle de la capitale. Ce réseau familial, amical, illustre avec l'éclat la richesse interdisciplinaire justement de ce fin de siècle, où les frontières entre les savoirs s'effacent au profit d'une compréhension plus vaste du monde, en tout cas d'une recherche, d'une compréhension. Et la maison Anon en est le reflet vivant et le reflet lointain. C'est donc dans cet esprit que s'inscrit la chaire Anon. Elle répond à un constat, celui du cloisonnement persistant entre les disciplines académiques et la perception d'une période souvent perçue comme trop longue, signe d'un siècle agonisant et les prémices d'une modernité qui ne porte pas encore son nom, un entre-deux. J'illustrerai très rapidement mon propos en prenant l'exemple de l'Art nouveau belge, que je connais sans doute le mieux et dans lequel j'oserais m'aventurer. Il est redécouvert d'abord par les architectes modernistes. Il va être interprété donc à travers leur propre prisme, celui du plan et des matériaux. Ainsi, Horta, qui va former ces générations d'architectes, va être redécouvert et va devenir le vrai architecte qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais Paul Ancar, qui est l'autre père de l'Art nouveau, ornemaniste, donc pas vraiment architecte pour certains, ne bénéficie pas de la même reconnaissance. Encore aujourd'hui, ses œuvres ont donc été détruites, en bonne partie en tout cas, et jugées secondaires selon ses critères trop étroits. Aujourd'hui encore, donc, l'Art nouveau est évoqué dans les cours d'architecture, mais il demeure marginal dans les facultés universitaires. En tout cas d'histoire de l'art, et je ne parle même pas de la place des arts décoratifs et des arts appliqués qui sont totalement marginaux, voire pas du tout enseignés. Il est temps de favoriser, à mon sens, une horizontalité entre ces disciplines, de favoriser un dialogue entre les savoirs et d'hisser donc le fin de siècle large au niveau académique qu'il mérite. Je vous rassure, je ne serai pas plus long. La maison Anon, ouverte depuis presque 2 ans, souhaite poursuivre son ambition, à savoir celle d'être un lieu de convergence à la croisée des mondes, académique,
patrimonial et culturel, un trait d'union entre les spécialistes et la société civile, à l'image finalement du Collège Belgique. La création de cette chaire et l'installation intramuros du Centre international pour l'étude du 19e en sont les premières prémices. Ce soir, c'est donc avec un plaisir non dissimulé que nous accueillons, si je puis dire, un non-spécialiste exclusif du fin de siècle et de l'Art nouveau, mais un historien de la couleur, de façon à l'inscrire dans une temporalité longue. Je suis historien, c'est un de mes défauts. Mes collègues savent combien l'interprétation des photos en noir et blanc, les recherches chromatiques sont des défis dans la restauration des bâtiments. Et souvent, ce sont ces compréhensions et ces connaissances culturelles de la couleur qui nous font défaut. C'est donc un grand honneur de vous accueillir, monsieur le professeur. Enfin, surtout, permettez-moi d'adresser mes plus vifs remerciements à la commune de Saint-Gilles pour son soutien indéfectible dans le projet de la Maison Anon, de la région de Bruxelles-Capitale, les mécènes privés et les amis qui soutiennent évidemment le musée Anon depuis quelques années. Merci à Kenneth Bertrams, merci à l'Académie royale de Belgique pour ce magnifique partenariat entre nos institutions, et ses représentants en comprendront très certainement toute la portée que ça représente à titre personnel. Donc j'ai travaillé à l'Académie royale. Et surtout, je souhaiterais souligner la qualité du travail de toutes les équipes du Collège Belgique, surtout de la Maison Anon et de l'Hôtel de Ville pour le magnifique moment qu'ils nous proposent ce soir. Voilà, je vous remercie et je cède la parole à l'administrateur délégué du Collège Belgique. Mesdames, Messieurs, permettez-moi donc de prendre refuge auprès de mes prédécesseurs qui viennent de s'adresser à vous au gré de vos fonctions, de vos grades et de vos qualités. Et donc, acceptez que je vous appelle par deux mots qui comptent énormément pour moi ce soir, mes chers amis et mes chers amis. Je dois vous dire que, comme administrateur du collège, je tenais plus que tout à la création de cette nouvelle chaire académique du Collège Belgique. Tant ce type d'activité scientifique et de mise en réseau de partenaires locaux compte tellement. Et ceci compte beaucoup quand vous avez la responsabilité d'une entité comme le Collège, dont, je le rappelle, la mission essentielle est de vous offrir et aussi de vous faire goûter des savoirs et des savoirs critiques. En sorte que, mesdames, messieurs, chacune et chacun d'entre vous, comme le voulait la fondatrice de notre académie, l'impératrice Marie-Thérèse, chacun de vous puisse, je la cite, exciter, entretenir et répandre le goût et l'étude des sciences et de la littérature. Alors, fort de l'expérience de la chaire des mondes baroques que nous avons créée à Namur, en partenariat aussi avec la ville de Namur, et en voyant toute l'importance stratégique de la Maison Anon sur le plan local, sur le plan national, mais aussi sur le plan international, avec son conservateur, Grégory Van Albroek, avec l'équipe du collège, avec le soutien tellement bienveillant et merveilleux de notre secrétaire perpétuel, le professeur Didier Vivier, nous nous sommes chaleureusement retrouvés devant l'évidence de la nécessité de créer cette chaire Anon. Et, mesdames, messieurs, nous y sommes, puisque ce soir, nous l'inaugurons. Alors, nous sommes bien entendu impatients d'écouter l'orateur de ce soir, le merveilleux professeur Pastoureau, que je vais bientôt vous présenter. Mais juste un mot important par les temps qui courent, pour vous dire, mesdames, messieurs, le caractère populaire et dans le sens le plus noble de ce mot que je chéris tellement, le caractère populaire de cette chaire qui, mesdames, messieurs, vous appartiendra. Et si vous avez visité l'expo qui est actuellement en cours à la Maison Anon, vous aurez peut-être lu cet extrait d'une correspondance que Édouard, cet ingénieur puissant de la Maison Solvay, écrit à sa sœur en 1883, et dans lequel ce grand industriel, évidemment, parle de la vie quotidienne à l'usine. Alors je cite Édouard Anon. La grande usine
qui tue et qui souffle, qui fait un bruit d'enfer, où tout marche et tout tourne d'une vitesse vertigineuse. L'usine qui prend votre temps, l'usine qui prend votre travail et vos forces, l'usine qui vous donne le pain pour vous laisser presque le temps de manger, l'usine qui lancine de l'or en barre en prenant vos bras et votre cerveau comme matière première. Anon avait tout compris. Lui, l'ingénieur, mais aussi l'esthète, Grégory Van Albroek vient de vous le dire, l'artiste et le photographe. Lui qui allait donc confier la construction de sa maison à Jules Brunfaux et allait construire un lieu de lumière dans cette ville et sans aucun doute un lieu de rédemption. Une rédemption par la beauté et par les arts. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, l'usine est certes toujours là, et sans doute tue-t-elle tout autant. Mais aujourd'hui, il y a la brutalité, et elle est partout, et nous ne pouvons pas en faire l'économie ce soir. Et je pense singulièrement dans un sentiment de profonde et solide compassion avec notre bourgmestre, avec mon ami Jean Spinette, à la brutalité de la violence urbaine qui, parce qu'il y a trop de précarité, nous frappe. Alors heureusement, ici aussi, au cœur de cette brutalité, il y a cette maison Anon, il y a cette nouvelle chaire du Collège Belgique, la matière première de nos bras et de nos intelligences qui, nous en faisons le vœu, mesdames, messieurs, seront un écrin véritable, un écrin de beauté, un écrin de sagesse et aussi, je le crois, par les temps qui sont les nôtres, un écrin de force pour les temps qui viennent. Alors, ceci étant dit, permettez-moi désormais de vous présenter l'orateur de ce soir, car nous recevons, mesdames, messieurs, un immense historien, un très grand médiéviste, spécialiste de l'histoire des systèmes symboliques et notamment de l'héraldique, mais aussi de la sigillographie, et puis, bien entendu, un éminent spécialiste du symbolisme des animaux et des couleurs. Cher professeur, permettez-moi, et singulièrement dans cette commune, de rappeler que vous êtes le fils de Henri Pastoureau. Votre papa, écrivain, peintre, ami d'Aragon, ami d'Éluard, ami de Breton, mais aussi un très proche du peintre Yves Tanguy. Yves Tanguy, ce grand ami de Magritte et son comparse de l'exposition surréaliste de Bruxelles en 1937. Si bien que tout ceci fait que, cher professeur, par la généalogie et par l'histoire, comme vous l'a dit le bourgmestre, vous êtes un peu ce soir à la maison. Alors vous entrez à l'École nationale des chartes à l'issue d'un concours en 1968 et vous obtenez votre diplôme d'archiviste paléographe en 1972 après avoir soutenu une thèse intitulée « Le bestiaire héraldique au Moyen-Âge ». C'est un sujet que vous allez à la fois remettre au goût du jour et auquel vous allez donner une toute nouvelle orientation scientifique, et singulièrement dans le champ de la recherche en sciences historiques. Vous êtes ensuite nommé conservateur des bibliothèques à la Bibliothèque nationale de France et vous êtes affecté au cabinet des médailles dès 1972. Et puis, cet archiviste paléographe que vous êtes devient un directeur d'études, un célèbre directeur d'études à l'École pratique des hautes études de 1982 jusqu'à 2016. Et comme le collège appartient à l'Académie royale de Belgique, permettez-moi, chers confrères, de dire à nos hôtes de ce soir que vous avez été élus en 2006 comme membre correspondant de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres et que vous êtes aussi membre de l'Académie internationale d'héraldique. Alors, conférencier passionnant, vous êtes aussi un homme de médias dont les interventions à la radio sont toujours des moments de pure érudition, mais aussi de pur plaisir. Et puis aussi, pour ceux qui, comme moi, étaient fascinés par ce film, vous êtes un conseiller historique. Monsieur Pastoureau était le conseiller historique du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano.
Alors, impossible, bien entendu, de citer, monsieur le professeur, votre bibliographie. Elle est impressionnante. Elle dit votre érudition et votre amour de l'histoire. Ces ouvrages sur l'histoire symbolique du Moyen-Âge, sur l'héraldique, les bestiaires, vous les avez lus, l'ours, le cochon, la licorne, le loup, le taureau, le corbeau, la baleine, l'âne. Et puis, bien entendu, l'histoire, la merveilleuse histoire des couleurs, grand format, petit format de poche, et ces couleurs d'ailleurs toujours relues dans une histoire de la symbolique et de la sensibilité, bleu, noir, vert, rouge, jaune, blanc, rose. J'égrène ceci comme une sorte de chapelet de votre érudition. Monsieur le professeur, chers confrères, c'est un immense honneur de vous avoir parmi nous ce soir pour inaugurer cette chaire à nom. J'ai donc le plaisir de vous donner la parole et nous allons vous écouter avec une extrême attention. Merci par avance. Mesdames, Messieurs, merci de cette présentation qui place la barre assez haut et qui m'oblige à faire une belle conférence. Merci d'être venus nombreux pour entendre parler des couleurs vers 1900. Votre mérite est d'autant plus grand que je ne suis pas spécialiste de cette période, vous l'avez compris. Je me mêle de choses sur lesquelles j'ai peu travaillé. Mes deux terrains d'enquête étant d'une part l'histoire des animaux et de l'autre l'histoire des couleurs, je sors souvent de mon cadre chronologique qui est la Rome antique et le Moyen-Âge chrétien. Je déborde en amont, je déborde surtout en aval, et je peux pousser jusqu'à des dates en effet relativement récentes. D'autant que quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, il y a 60 ans, c'était des sujets qui semblaient très peu sérieux, surtout à l'université. Et presque tout était à construire, à inventer. L'histoire des animaux, c'était vraiment la petite histoire. Et en 60 ans, j'ai vu des changements considérables. Aujourd'hui, l'animal, c'est une des grandes vedettes des recherches en sciences humaines, en liaison avec les problèmes de société que vous connaissez, le droit des animaux, le bien-être animal, la consommation de viande, etc., etc. Donc ça, je me réjouis de ces progrès que j'ai vus. J'aurais aimé voir les mêmes progrès du côté de l'histoire des couleurs. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu quelques évolutions, bien sûr, mais quand j'étais étudiant, à l'université, personne ne parlait de couleurs en sciences humaines, même pas dans des domaines où on se serait attendu que l'on en parle. L'histoire du vêtement, par exemple, qui était aussi un sujet plutôt de petite histoire, alors qu'aujourd'hui c'est un grand sujet carrefour des études sociales. C'était une histoire et ça reste une histoire acrome, alors que les documents existent, mais quand on est historien du vêtement, on parle très très rarement des couleurs. Et pire encore, du côté de l'histoire de l'art, du côté de l'histoire de la peinture, la couleur était et reste la grande absente. Des auteurs arrivent à écrire 300 pages ou 500 pages sur l'œuvre d'un peintre ou sur un mouvement pictural et ne jamais parler des couleurs. Donc cela m'a attiré de très bonne heure. J'ai dû défricher pas mal de choses, essayer de dégager quelques grands axes et puis transmettre le témoin à des chercheurs plus jeunes. Je dois dire malheureusement que je n'ai pas rencontré du côté des couleurs le même succès que du côté des animaux, probablement parce que c'est plus difficile. La couleur, ça touche à tout. La couleur, ça concerne à tout le monde. La couleur, ça résiste à l'analyse, ça résiste à la synthèse. Et alors que nous savons tous ce qu'est la couleur, nous sommes absolument incapables d'en donner une définition. Donc ça peut expliquer ces
difficultés pour essayer de créer, de tenter de créer une histoire des couleurs. Ça reste en grande partie à faire. Ça ne m'empêche pas de vous proposer ce soir une conférence horizontale, une coupe sur les années 1900 et évoquer quelques domaines où la couleur est à l'œuvre. Les problèmes de savoir, de définition, de classification, les problèmes de pratique sociale de la couleur, et puis tout ce qui tourne autour de la création artistique. Ce sont les trois axes de ma conférence. Je ne pourrai pas tout dire. Je ne sais pas s'il y aura du temps pour les questions à la fin, mais si oui, évidemment, je suis prêt à répondre sur ce que j'aurais laissé de côté. Alors pour ce faire, je m'appuie sur un PowerPoint, ce sera plus facile et pour vous et pour moi. Commençons par les aspects scientifiques et les discours qui sont effervescents à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Un très grand nombre de savants et de demi-savants s'intéressent aux problèmes de la couleur, débattent sans aboutir à des résultats, mais aujourd'hui ces dossiers sont particulièrement passionnants du point de vue historiographique, notamment ceux qui concernent le classement des couleurs. Je vous ai mis à l'écran les deux classements principaux, l'un très ancien qui est attribué à Aristote ou à l'entourage d'Aristote, c'est le classement du haut. C'est encore celui que l'on trouve de nos jours dans les boîtes de peinture destinées aux écoliers. Et puis en bas, le classement qui lui est beaucoup plus récent, mais qui est resté jusqu'à nos jours le classement scientifique de base pour la physique, pour la chimie et pour toutes les techniques qui en découlent. Classement attribué à Newton qui découvre ce nouvel ordre des couleurs en 1666 et qui, vers 1900, est pleinement à l'œuvre dans de nombreux domaines et qui, par rapport au classement précédent et par rapport à des classements d'aujourd'hui, présente plusieurs particularités, la principale étant d'avoir fait sortir le noir et le blanc de l'ordre des couleurs. Ce ne sont plus des couleurs pour la physique newtonienne. Et un grand nombre de théoriciens appliquent cette idée, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, c'est une idée qui s'enseigne encore parfois dans les écoles des beaux-arts, voire pour ma génération, dès l'école primaire. Idée absurde par rapport à toutes les pratiques sociales de la couleur, bien sûr, mais idée qui souligne combien l'écart est grand dans de nombreux domaines, mais particulièrement pour les couleurs, entre les théories savantes, les théories scientifiques et les pratiques sociales. Ça ne s'emboîte pas, mais alors vraiment pas pour les couleurs. Également, le nouveau classement a tendance à rejeter le rouge, qui était la couleur centrale, la première des couleurs, la couleur par excellence, à la périphérie du classement, de placer le vert à mi-chemin entre le jaune et le bleu, ce qu'on ne faisait jamais précédemment, donc aucun peintre ni aucun teinturier n'avait idée de mélanger du jaune et du bleu pour faire du vert. On savait très bien faire du vert, mais on procédait autrement. Bref, si on se situe vers 1900, c'est le classement du bas qui est dominant, le classement newtonien, dans beaucoup de domaines, le classement du haut étant réservé à quelques domaines, dont assez souvent la peinture artistique et des théories qui se situent sur les marges de la science. Cette science, vers 1900, s'appuie sur un grand nombre de travaux, mais les principaux sont peut-être ceux de cet immense savant qui est Michel Eugène Chevreul, qui est un chimiste au départ, mais qui a débordé dans tous les domaines,
et qui a publié en 1839 un énorme livre sur différents aspects de la couleur qui ont beaucoup influencé d'une part la création artistique, d'autre part la création industrielle, jusque très au-delà de la Première Guerre mondiale. Donc tout ça est encore à l'œuvre vers 1900. Les peintres, notamment, n'ont pas lu le livre de Chevreul, qui est beaucoup trop savant, justement, beaucoup trop épais, mais ils en ont lu un abrégé, publié en 1867 par Charles Blanc, dans un chapitre de son livre destiné aux peintres, Grammaire des arts du dessin. Il y a une quarantaine de pages qui résument les théories de Chevreul, et c'est ça qui est connu des peintres, bien sûr, y compris des peintres qui sont en exercice au tout début du XXe siècle. Alors les théories de Chevreul, mises en application par beaucoup de peintres, sont difficiles à résumer, mais les principales concernent la classification de couleurs en deux groupes, les couleurs primaires, rouge, bleu, jaune, et les couleurs secondaires ou complémentaires, le vert, le violet et l'orangé, et parfois des couleurs tertiaires qui résument des mélanges des unes et des autres. Et de ces différences entre les groupes, Chevreul tire un certain nombre de lois, car désormais les couleurs ont des lois, et de plus en plus de lois au fur et à mesure qu'on arrive vers la fin du siècle, parce que le scientisme est à l'honneur dans tous les domaines, y compris ceux de la couleur, bien sûr, même si les premières réactions se font jour dès les années 1880. Victor Hugo, par exemple, en France, est un des premiers à dénoncer les excès de la science. Trop de science, trop de livres, dit-il, trop de science. À la fin de sa vie, il avait pris la science en aversion, mais sa voix porte moins de ce point de vue-là. Et on croit fermement en la science, au progrès de la science, au bienfait de la science, y compris pour les domaines de la couleur. Ça a des conséquences pratiques. Le classement de Newton, repris par les sous-classements de Chevreul et d'autres savants, à la fin du siècle, une immense vogue des nuanciers. Quand on parle des couleurs vers 1900, l'historien a à sa disposition, dans une abondante documentation, des nuanciers de toutes sortes qui déclinent les couleurs à des fins diverses, soit artistiques, soit techniques, soit industrielles. On classe les couleurs, on les distingue en différentes nuances, on leur donne des noms qui parfois entretiennent beaucoup de confusion. Les progrès techniques ont fait qu'on est passé de couleurs naturelles vers des couleurs artificielles entre le Moyen-Âge et l'Ancien Régime, les couleurs artificielles étant le plus souvent des mélanges de couleurs naturelles. On prend deux couleurs et on en tire une troisième. Mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, et surtout tout au long du XIXe siècle, apparaissent les couleurs de synthèse, construites sur des molécules chimiques plus ou moins renouvelées, et ça crée des pigments et des colorants nouveaux dont peu à peu les teinturiers puis les peintres se servent à grande échelle. Donc ce sont des colorations nouvelles que l'on obtient à partir de matières nouvelles, mais souvent on a conservé les noms anciens. Donc de grandes difficultés pour identifier de quoi il s'agit quand dans un texte, soit savant, soit pas savant, on nous parle de bleu indigo ou de rouge vermillon. L'indigo, c'est une matière végétale. Et bien souvent, vers 1900, dans le bleu indigo, il n'y a pas un pouce d'indigo. Quand on parle de rouge vermillon,
c'est une couleur artificielle, un sulfure de mercure, d'origine minérale donc, et rouge vermillon vers 1900, il n'y a pas un pouce de sulfure de mercure dans le rouge vermillon. Donc de grandes difficultés de cette nature que nous connaissons encore aujourd'hui, hein, quand on vous parle d'une coloration vermillon, on est très très loin du sulfure de mercure ou d'un bleu indigo en matière de jean ou de n'importe quelle teinture. Souvent, aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'indigo, même pas d'indigo de synthèse. Ça commence donc à la fin du XIXe siècle, cette dichotomie entre le vocabulaire et les matières que l'on a employées. L'effervescence, elle touche également le domaine du savoir, des débats au-delà de la science dure, du côté de la philologie, du côté de l'archéologie, du côté de la neurologie, du côté de toutes les branches de l'optique. On débat beaucoup sur un certain nombre de problèmes et l'apogée de ces débats, dans les domaines que je connais, semble se situer vers 1900, en effet. Après, ça va retomber un peu, et j'ai pris comme exemple un débat qui a duré longtemps, exemplaire, qui touche à des problèmes que je connais bien. Est-ce que les Grecs anciens voyaient ou non le bleu ? Parce qu'on a observé, les philologues ont observé, depuis déjà pas mal de temps, que les Grecs nomment rarement le bleu dans les textes anciens, et quand ils le nomment, ça ne correspond pas à des choses que nous appelons bleu, ou que nous qualifions de bleu. Ça pose des problèmes dont les philologues ont parlé les premiers, les archéologues ont pris le relais, puis les neurologues, puis les psychologues. Ça a invité tout un ensemble de savants à s'interroger sur ce qu'est la couleur, donner une définition de la couleur, et c'est ça qui est le plus intéressant. Et là, ça devient effervescent vers 1900, quand on cherche à définir la couleur. On a une matière, une lumière, une fraction de la lumière, une sensation, une perception, un ensemble de vocables, des catégories abstraites au sens d'Aristote, autre chose encore. Tout ça est couleur. Et on le voit bien quand on ouvre un dictionnaire de langue vers 1900 au mot couleur. Les auteurs du dictionnaire ont un mal fou à dire ce qu'est la couleur. Soit ils essaient de tout dire, et alors ça fait un texte beaucoup trop long pour être une notice de dictionnaire, soit ils ne retiennent qu'une définition parmi beaucoup d'autres, en général celle de la physique. La couleur, c'est une fraction de la lumière. Ces difficultés existent encore aujourd'hui. Ouvrez un petit Larousse ou un petit Robert ou n'importe quel dictionnaire de langue, pas seulement française d'ailleurs, vous verrez que dire ce qu'est la couleur, c'est un exercice absolument impossible. Et dire, définir ce qu'est le rouge, le bleu, le jaune ou le vert, ça l'est tout autant. Et quelque chose qui est déjà senti vers 1900. Qu'est-ce que le rouge ? Eh bien, on va avoir rouge adjectif qui est de la couleur du sang, du feu, du coquelicot, de la tomate. Oui, ça n'est pas faux, mais ça n'est pas vraiment une définition. Et puis en dessous, rouge adjectif, couleur qui, dans le spectre solaire, se situe entre telle et telle longueur d'onde. Ça n'est pas faux, mais c'est une définition de physicien pour physicien. Les sciences sociales, les sciences humaines ne peuvent absolument rien faire d'une définition pareille. Couleur qui, dans le spectre, se situe entre telle et telle longueur d'onde. Qu'est-ce qu'un peintre ? Qu'est-ce qu'un poète ? Qu'est-ce qu'un philologue ? Qu'est-ce qu'un historien ? Qu'est-ce qu'un sociologue peut faire d'une définition comme cela ? Rien.
absolument rien. Donc ça, on le sent déjà vers la fin du XIXe siècle. Et ce qui a catalysé la réflexion collective, c'est ce débat sur le bleu chez les Grecs. Est-ce que les Grecs voyaient ou non le bleu? Et un certain nombre de théoriciens de l'œil, de la vue, de la perception, de la lumière, venus notamment d'Autriche et d'Allemagne, ont souligné que le développement de l'œil de l'être humain se développait au fil des générations, des siècles et des millénaires, et que en matière de couleurs, le développement se faisait progressivement. On voyait d'abord certaines couleurs, puis ensuite d'autres, que les rythmes n'étaient pas les mêmes pour les différentes civilisations, et que chez les Grecs anciens, dans la gamme des bleus, l'œil n'était pas encore assez développé pour voir la couleur, bien la voir, et ça entraînait des polémiques, certains étaient d'accord, d'autres pas d'accord. Ça s'est envenimé beaucoup plus tard, dans les années 1930, quand des théoriciens nazis ont souligné que, mais les Germains, eux, n'avaient aucun problème pour voir et nommer le bleu, donc l'œil des Germains était bien plus en avance que celui des Grecs anciens, etc., etc. Tout ce que vous pouvez imaginer, des polémiques qui durent longtemps, mais qui ont quand même atteint leur apogée vers 1900-1905, et les revues s'en font l'écho, bien sûr, jusqu'à ce que dans la revue des études grecques, un auteur souligne avec sagesse que dans ce dossier, on confondait deux choses, perception et nomination, et que ce n'est pas parce qu'on ne nomme pas une couleur dans une société donnée qu'on ne la voit pas, c'est parce qu'on n'a pas occasion de la nommer, parce que cette couleur joue un rôle faible ou absent dans cette société, ce qui était le cas dans la Grèce antique, où le bleu n'est pas absent, mais joue un rôle discret, et donc les occasions de nommer le bleu ne sont pas très fréquentes, il n'y a pas de terme de base, le lexique est instable, il va le rester d'ailleurs en latin classique, et un autre auteur, j'ai oublié son nom, mais avec force cite un exemple frappant et rappelle que dans les 3 recueils de fables de La Fontaine, c'est-à-dire 260 fables différentes, jamais le poète La Fontaine ne prononce le mot bleu. Est-ce que ça veut dire que La Fontaine était aveugle à la couleur bleue? Évidemment que non. Alors ça a calmé un peu les débats. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une actualité de la réflexion sur la couleur, sa nature, ses classifications, et que cette actualité est vraiment effervescente avant la Première Guerre mondiale. Tant mieux pour l'historien, parce que ça fait des dossiers absolument passionnants à étudier. N'oublions pas que nos successeurs ricaneront de tout ce que nous croyons, nous, aujourd'hui, dans tel ou tel domaine où la couleur est concernée. Ne pensons pas que nos savoirs d'aujourd'hui sont des vérités définitives. Bien sûr, tout va continuer d'évoluer, et ce que croient les plus grands chimistes ou les plus grands physiciens en matière de couleur aujourd'hui va se compléter, se nuancer, peut-être se transformer. Pour la période dont je parle, donc autour des années 1900, dans le domaine technique, il y a plusieurs mutations essentielles qui concernent directement ou indirectement la couleur, notamment l'apparition de l'éclairage électrique. Ça, c'est une mutation absolument essentielle et qu'on oublie très souvent quand on parle de problèmes artistique, par exemple, de peinture vers 1900. Est-ce que dans l'atelier de tel ou tel peintre, est-ce que dans tel ou tel musée, vers 1900, il y a déjà l'éclairage électrique, ou est-ce que c'est trop tôt? Personne ne se pose jamais ce type de questions. C'est pour ça que j'ai mis en bas la couverture d'un catalogue, exposition au Louvre et à la Bibliothèque nationale en 1904, et
on commémorait l'art français du XVe siècle, les primitifs français. C'était une exposition un peu nationaliste, mais qui avait eu un très grand succès. Si bien qu'en 2004, des collègues et des amis du musée du Louvre avaient voulu célébrer le centenaire de cette exposition. Et en discutant avec eux, je leur ai demandé, mais est-ce qu'en 1904, dans les salles du Louvre ouvertes au public, est-ce qu'il y avait déjà l'électricité ou pas encore? Ils ont été incapables de me répondre. Personne n'avait pensé à ça. Il avait fallu faire des recherches. Et des recherches compliquées, parce qu'à Paris, mais ça devait être pareil à Bruxelles, l'électricité était sectorisée et sous-sectorisée. Il y avait des quartiers et des sous-quartiers qui avaient un central électrique et d'autres non. Et pour le Louvre, une partie du Louvre avait l'électricité, mais pas une autre partie. Mais les salles ouvertes au public avaient déjà l'électricité. On peut se poser la même chose pour les ateliers des peintres, et notamment des peintres un peu célèbres, mais répondre à cette question, c'est un exercice documentaire extrêmement difficile pour la période qui va de 1890 à 1920, la diffusion progressive dans l'intérieur des maisons et des bâtiments publics de l'électricité, ça reste à faire. Les documents existent, mais il faut faire des recherches assez longues et pourtant c'est très très important. Et en matière de tableaux, de peinture, c'est absolument essentiel. Nous-mêmes, quand nous allons visiter un musée ou une exposition et que nous voyons de la peinture antérieure à 1910, on doit toujours se poser la question, est-ce que ça a été peint avec un éclairage à base de flammes, ou à la lumière naturelle, ou déjà avec du courant électrique, et ça donne de la couleur, des résultats totalement différents. Il faut absolument accepter l'idée que quand nous regardons dans un musée un tableau de Van Eyck, de Raphaël ou de Delacroix, nous le voyons dans des conditions de lumière qui n'ont aucun rapport avec les conditions de lumière dans lesquelles le tableau a été peint et reçu par les premiers publics. Nous le savons, mais personne n'y pense quand il visite une exposition. Puis dès qu'on arrive vers 1900, les premiers Matisse, par exemple, est-ce que c'est déjà l'électricité? Est-ce que c'est encore le gaz? Est-ce que c'est l'éclairage naturel avec tous ces aléas? Bref, des problèmes compliqués. L'autre invention technique qui influence beaucoup la peinture et les arts décoratifs, c'est la diffusion de l'électricité, de la photographie, connue depuis longtemps bien sûr, mais qui se perfectionne et qui se perfectionne vite dans les années 1900, avec allègement des matériaux, temps de pose beaucoup plus court, développement des premiers instantanés, des matériaux plus légers, etc., etc. Et puis à partir de 1907, 6-7, les premiers essais les premiers essais sont plus anciens, mais les premiers autochromes, première photographie en couleur, a conservé pas mal de plaques et d'épreuves, avec des résultats parfois jugés sur le moment exceptionnels, et qui aujourd'hui nous déçoivent un peu. Voilà un tableau de Monet, sa fameuse version de son jardin avec le pont japonais à Giverny. Et un autochrome a été réalisé, je ne sais plus, en 1912. Et c'est celui qui est en haut à gauche. Et une revue dit, devant cet autochrome, jamais on n'atteindra une aussi grande fidélité par rapport au tableau de Monet que je vous ai mis en bas à droite. On est en 1912. Pour les contemporains, ça semble très très fidèle. Pour nous, évidemment, on est très très loin de la fidélité. Ici encore, gardons à l'esprit que nos photographies d'aujourd'hui, les plus performantes de l'astrophysique ou des neurosciences, feront peut-être sourire nos successeurs qui auront encore d'autres moyens d'être plus performants ou moins performants, je ne sais pas.
Concentrons-nous quelques instants sur la peinture et sur la façon dont celle-ci est quelque peu esclave de la science dans les années qui ont suivi l'impressionnisme. L'impressionnisme lui-même se soumet entièrement aux théories scientifiques de Chevreul et de quelques autres, la loi du contraste simultané, le mélange optique, c'est-à-dire le fait, Pissarro par exemple, le fait que inutile de faire du vert sur la toile, il suffit de juxtaposer des petits points jaunes et des petits points bleus, et c'est dans l'œil du spectateur que va se faire le mélange optique. Si on regarde de très près, on voit les petits points. Ou bien la loi des primaires et des complémentaires, une idée chère à Chevreul, reprise pendant au moins 3/4 de siècle. Quand on juxtapose une couleur primaire avec sa complémentaire, elles se renforcent toutes les deux. C'est un moyen de saturer le contraste. Il y a un dossier amusant dans une lettre que Pissarro adresse à Cézanne vers 1890. Il explique qu'il voulait, pour un tableau à dominante verte, un cadre rouge. Le rouge et le vert étant un jeu de complémentaires et de primaires. Ça lui semblait indispensable pour mettre en valeur son tableau. Son marchand, Durand-Ruel, a changé le cadre et a mis un cadre doré. Pissarro, furieux, a dit « Mais un cadre doré pour ma peinture, c'est abominable ». Et Durand-Ruel lui répond « Mais mon cher ami, si je ne mets pas un cadre doré, jamais je ne pourrai vendre votre tableau. » Alors le soir même, Pissarro écrit à Cézanne, son ami, « J'abandonne la peinture. L'idée que mes tableaux sont achetés par des personnes qui ont si mauvais goût me désespère à tout point. » Il n'a pas abandonné la peinture. Autre exemple, un tableau célébrissime, esclave de la science, qui pousse plus avant encore la théorie divisionniste et pointilliste. Inutile de faire les mélanges sur la toile, ils se feront dans l'œil du spectateur. C'est un tableau gigantesque. Alors on le voit en reproduction bien sûr, où tout s'est synthétisé. Je ne l'ai jamais vu en vrai, il est à Chicago. Mais il paraît que quand on s'approche, évidemment, on voit le jeu des petits points. Seurat a été victime d'ailleurs en certains endroits de ces pigments, j'aurais dû en parler aussi, dans ces produits, dans ces progrès des matériaux transmis aux peintres à la veille des années 1900, il y a des couleurs de qualité et des pigments de qualité, des pigments de moins bonne qualité. Certains ont pourtant un très grand succès, mais tiennent mal, soit à la lumière, soit aux effets du temps. Et certains peintres sont trahis par leurs pigments. Seurat, ici, on voit une grande tache de marron, je monte sur l'écran, mais au milieu, sur le plan du devant en bas, il y a une grande tache marron. C'est là où les bleus de Prusse et les jaunes de chrome associés, qui devaient donner un très beau vert, ont donné un vilain marronasse. Van Gogh est un des plus grands peintres trahis par ses pigments parce que Van Gogh était pauvre, donc il devait acheter des pigments bon marché, de moins bonne qualité que d'autres, notamment dans la gamme des jaunes de chrome au lieu de jaunes de cadmium, et que ces tournesols, par exemple, ont changé de couleur. Mais c'est pas un cas unique. Hein. Voilà, alors le pointillisme livré à l'excès, esclave de la science et des lois de l'optique ou des lois prétendues de l'optique, et ça va durer encore un certain temps, et notamment chez les peintres symbolistes belges, par exemple, ou chez certains peintres à l'horizon des années 1920 ou 30, ces lois de l'optique sont encore mises en œuvre sur le tableau. Tout des réactions très précoces
contre le scientisme appliqué à la peinture, des mouvements pour libérer la couleur des lois de la science. Alors, il y a toutes sortes de tendances qui se dressent contre ces lois. L'un des premiers, c'est Gauguin, qui ne veut absolument pas appliquer, alors que Van Gogh le fait encore, hein, primaire et complémentaire, c'est très fréquent chez Van Gogh. Chez Gauguin, non. Et Gauguin proclame que dans un tableau, n'importe quoi peut être de n'importe quelle couleur. Exactement comme, d'une part, les estampes japonaises et de l'autre, les miniatures médiévales. Et c'est vrai que dans les miniatures médiévales, n'importe quoi peut être de n'importe quelle couleur. Donc il y a tout un mouvement qu'on pourrait appeler libérer la couleur, qui, entre 1890 et 1910, occupe pas mal de place dans ceux qui se rebellent contre le scientisme. Il y a Gauguin, qui est un isolé plutôt, les nabis et les symbolistes, qui n'hésitent pas, comme Sérusier, à faire des arbres bleus. D'autres poussent la saturation de la couleur à son stade ultime. Voilà un tableau célèbre de Vlaminck, avec le fameux café-restaurant La Machine. Donc ça donne des couleurs très violentes chez les peintres qu'on appelle les fauves, qui appliquent en effet ces deux principes, saturer les couleurs, accentuer les contrastes, et faire que n'importe quel élément du tableau peut être de n'importe quelle couleur, aussi bien pour la peinture de paysage que pour la peinture de portrait. Derain jeune est un fauve, comme Vlaminck, comme Matisse, comme Marquet, comme d'autres. Et ça donne un tableau absolument magnifique. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la réaction contre le scientisme et contre les lois de la couleur. Alors, tous ces mouvements, bien sûr, ça représente les avant-gardes. Il ne faut pas oublier que si on est honnête et que l'on veut faire une coupe des pratiques picturales vers 1900, l'immense majorité des tableaux peints sont soit de la peinture académique et bourgeoise, qui peint encore comme le faisaient Corot ou Courbet, 2 ou 3 générations plus tôt, ou bien des peintres du dimanche, innombrables, qui peignent comme des impressionnistes attardés, qui le font encore aujourd'hui. Hein. Donc, et c'est ça la peinture. Mais je ne sais pas pourquoi, alors que pour les périodes anciennes, les historiens de la peinture, quand ils font des coupes horizontales, comme ce que je fais, prennent tous les aspects de la peinture, et puis plus on avance vers le XXe siècle, plus on se limite aux avant-gardes, et on laisse tomber tout ce qui est 90% de la pratique picturale, c'est-à-dire le cours ordinaire, l'académisme, les peintres pompiers, les portraits bourgeois, ça on en parle très très rarement. Une fois affranchis des lois de la physique, de la chimie, de la science des couleurs, un nouvel excès voit le jour. C'est l'idée que les couleurs suscitent des émotions. On est dans la psychologie, parfois dans la neurologie, et alors un certain nombre de peintres aiment beaucoup cet aspect-là, au premier rang desquels Kandinsky. Il y a plusieurs phases dans la carrière de Kandinsky. Autant j'aime bien les œuvres de Kandinsky peintre, mais alors Kandinsky théoricien des couleurs et spécialement des effets émotionnels des couleurs, dans son livre Du spirituel dans l'art, 1911, préparé dès 1908-1910, qu'est-ce que ça a vieilli, et on a l'impression que ce qu'il nous dit ne concerne que Kandinsky lui-même, alors que tout ce qu'il nous dit est présenté comme des lois universelles, quel que soit le peintre et le spectateur. Et comme si tout ce qui valait à Munich
en 1910 s'appliquait à la planète entière. Et ça le conduit à, je ne vous lis pas la phrase, mais jeter un coup d'œil à la page écrite, ce qu'il dit de la couleur verte, qu'il n'aime pas. Et alors, il reconnaît à la couleur verte des effets anesthésiants, alors que dans toute l'histoire de la couleur verte en peinture, c'est une couleur dynamique, une couleur agitée qui crée du désordre même. Lui, il y voit une couleur statique, anesthésiante, et il la compare à une grosse vache et à la bourgeoisie munichoise, satisfaite de son sort. Voilà pour la peinture. Les œuvres graphiques et les arts décoratifs, de manière plus large, sont un peu différentes, même si on est dans une période où l'Art Nouveau notamment préconise l'unité totale des arts, et pas de distinction entre la peinture artistique, les arts décoratifs, les arts appliqués, les arts industriels, tout cela se tient. Alors, on va retrouver un certain nombre d'idées, mais pas tout à fait les mêmes palettes. Ce que nous appelons l'art nouveau, appliqué aux arts décoratifs et aux arts industriels, utilise une palette beaucoup plus rompue que celle de la peinture artistique, au moins jusqu'aux années 1910. Voilà un exemple, je vous ai mis sous ces mouchas une des palettes reconstituées, à la fois de l'affiche et du vitrail pour ces années qui correspondent à celles de l'Art Nouveau, c'est-à-dire extrême fin du XIXe siècle et premières années du XXe, avec des ambitions qui sont un peu toujours les mêmes, se renouveler, créer un art nouveau, ne pas répéter les arts anciens, donner priorité à la ligne courbe sur les lignes droites, remplir si possible tout l'espace de la surface, et puis préférer aux couleurs ultra vives et contrastées des demi-teintes, des tons pastels, des verts pâles, des gris pâles, des jaunes pâles. C'est ce que l'on voit ici à l'image, c'est ce que l'on voit dans un très grand nombre d'affiches des années 1900, qui sont une source documentaire importante pour l'historien des couleurs de cette époque. Le problème, évidemment, c'est de savoir si ces affiches sont réalistes ou non. En général, elles ne le sont pas, mais peu importe, le non-réalisme, c'est aussi un document d'histoire, et un document d'histoire très très important. Donc ça nous vaut une source d'information en couleur importante à une époque où la photographie est quasiment uniquement en noir et blanc. Donc on a un peu de couleur par l'affiche, sur papier ou sur carton. Et puis le vitrail, qui est un très très grand renouveau du vitrail vers 1900, je ne vous apprendrai rien, avec une palette qui est assez fidèle à ce que l'on voit ici, des tons beaucoup plus délicats, pastelisés pourrait-on dire, que dans la peinture artistique des avant-gardes, et une harmonie qui est volontairement recherchée pour faire du délicat, de l'élégant, du précieux, autour de styles floraux, de lignes courbes, de figures étirées, notamment les figures féminines. C'est ça, l'art nouveau, toujours en liaison avec cette palette. Un autre exemple, anglais. Alors l'art nouveau, lui, se désigne par des noms différents selon les pays et selon les langues, mais il y a quand même à l'échelle de l'Europe, au moins occidentale et même centrale, une certaine unité pendant une vingtaine d'années. Donc les arts décoratifs, j'aurais pu montrer des papiers peints, j'aurais pu montrer toutes sortes d'objets.
Je peux montrer aussi de la création industrielle. Les célèbres bouches de métro de Guimard en font partie. Évidemment, celle-ci a été repeinte maintes fois, mais on a repeint dans les mêmes couleurs. Donc il y a un vert Guimard. En termes de nuances, c'est peut-être pas tout à fait le même, mais l'idée du vert est très très présente dans les arts décoratifs et industriels de ces années 1900, alors que 2 ou 3 générations plus tôt, on ne voyait jamais la couleur verte nulle part dans ces domaines-là. C'était vraiment couleur rejetée. Un des grands problèmes, c'est le vêtement. On ne peut pas l'exclure. Et il faudrait parler des couleurs des vêtements, mais comme je l'ai dit, les historiens du vêtement parlent très rarement des couleurs. Ça commence timidement, mais bon, il faudrait attendre une vingtaine d'années avant d'avoir des résultats satisfaisants. Et le problème des vêtements est toujours le même. Nous avons beaucoup de documents, mais ces documents ne photographient pas vraiment la réalité que l'imaginaire du vêtement. Exactement comme nos magazines de mode aujourd'hui, qui ne montrent pas du tout le vêtement réellement porté par vous et par moi, mais un vêtement idéal qui n'est jamais porté. Hein. Vous prenez un magazine de mode, vous asseyez dans l'autobus ou dans le métro, qui est habillé comme dans le magazine de mode? Personne, absolument personne. Et j'espère que nos historiens qui viendront après nous ne seront pas naïfs au point de croire qu'en 2025, on était habillé comme ce qu'on voit dans les magazines de mode, alors que ça ne correspond absolument à rien. Et ben c'est pareil avec les documents dont nous disposons le plus souvent pour le vêtement 1900. Par exemple, ce tableau célèbre des dames de la bonne société, chez un célèbre couturier, viennent faire des achats en même temps qu'elles prennent le thé. On voit des vêtements un peu raffinés, une certaine palette qu'on va retrouver dans d'autres tableaux du même genre ou d'autres documents. Faut être lucide. Ce qu'on voit là, en matière de vêtements féminins, correspond à 1% de la société parisienne qui s'habille comme ça. Hein. Et ces mêmes dames, d'ailleurs, quand elles ne sortent pas à jouer les élégantes, elles sont habillées tout à fait autrement. C'est un des grands problèmes de l'histoire du vêtement, qui est toujours mieux documenté quand il s'agit de l'exceptionnel, du circonstanciel, celui de la vie de tous les jours l'est beaucoup moins. Nous connaissons mieux également le vêtement féminin que le vêtement masculin. Nous connaissons mieux le vêtement de dessus que le vêtement du dessous. Bref, il y a de grands déséquilibres en matière de l'histoire du vêtement. Et nous connaissons, ou bien le reconnaître, assez mal les couleurs. Ça pose aussi des problèmes. Aujourd'hui, par exemple, quand nous tournons un film qui se passe en 1900, ou écrivons une bande dessinée qui se passe en 1900, on va habiller les dames comme ça. Ça fera 1900. C'est pas faux, mais ça correspond à un pourcentage de la population absolument infime. Hein. Même chose si on était en 1925, je tourne un film qui se passe en 1925, j'habille les hommes et les femmes style 1925, alors qu'en 1925, à peu près personne n'est habillé comme ça. Voilà, il y a un décalage absolument énorme entre les représentations et les pratiques véritables. En matière de vêtements, curieusement, nous connaissons mieux le vêtement sportif que le vêtement de la vie quotidienne. Le sport, et spécialement le vêtement et les emblèmes sportifs, sont très bien documentés à la fin du 19e et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Nous avons beaucoup de documents, beaucoup d'affiches qui nous apportent la couleur. Les couleurs sont-elles fidèles ou non? On peut en discuter. On a l'impression que le sport fait partie de ces quelques domaines où la couleur est plus présente
que dans la vie de tous les jours. Il y a le sport, il y a la fête, il y a les solennités. Là, il y a plus de couleurs que dans le quotidien du commun des mortels, bien sûr. Alors, ça peut être la plage, mais ça peut être aussi le terrain de sport, avec des différences qui sont amusantes en matière de bains de mer vers 1900. Et Dieu sait si on a des images de bains de mer 1900. Les dames sont plutôt habillées en foncé, soit en rayé, soit en foncé. Mais quand elles vont à la piscine, dans ces mêmes années 1900, la palette est beaucoup plus diversifiée, d'autant qu'il y a des jours réservés aux dames. Alors quand les dames sont entre elles, elles ne portent pas les mêmes vêtements ni les mêmes couleurs que quand elles sont sous le regard masculin. Et on a quelques témoignages qui nous montrent des couleurs plus bariolées, des fanfreluches plus nombreuses, puisque les dames ne sont regardées que par d'autres dames. Pour les sports de plein air, nous avons aussi beaucoup d'images, 1900, 1910, notamment du tennis. Et alors là, une constante qui va durer jusqu'aux années 1930. Une dame qui pratique un sport de plein air pratique toujours en blanc. Parce que on a l'idée que c'est sur le blanc que la transpiration se voit le moins. Et dans la bonne société, et même plus bas, non, être vu en train de transpirer pour une femme, c'est absolument abominable. Donc il faut absolument cacher la transpiration. Et on a l'idée, vraie ou fausse, que la transpiration se voit moins sur du blanc. C'est pour ça que toutes les sportives, y compris les plus grandes, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pratiqueront en blanc ou en presque totalement blanc. Pour des sports plus populaires, malheureusement, on n'a pas toujours des couleurs pour les sports d'équipe, mais ce que l'on sent, c'est que la couleur joue un rôle énorme dans les sports d'équipe pour distinguer non pas les joueurs entre eux, mais les équipes entre elles. Et alors, comme dès 1900, il y a de plus en plus de clubs et de sous-clubs et de fusions de clubs, de plus en plus de maillots qu'il faut diversifier. Alors au début, quand le sport moderne apparaît dans les années 1870 en Écosse puis en Angleterre, on joue en noir contre blanc. Puis après arrive le bleu et le rouge. Donc il y a 4 couleurs sportives. Mais à partir des années 1880-90, le jaune, le vert, le violet rejoignent les couleurs précédentes, donc ça fait une palette assez diversifiée. Mais vers 1900, ça suffit plus. Il faut créer de la diversification plus grande. Or, on ne peut pas multiplier les couleurs à l'infini, alors on fait le choix des rayures. Et ça va être la grande époque des rayures sportives, entre 1900 et 1930 à peu près. 1900, c'est le début, pour faire de la bichromie. Et c'est pour ça qu'on voit sur les terrains de sport autant de rayures, souvent blanc et une couleur, rayures verticales dans certains sports, rayures horizontales dans d'autres sports, plutôt verticales en football et horizontales en rugby, comme s'il fallait épaissir la silhouette en rugby et allonger la silhouette en football. Plus tard, on passera à la trichromie, mais là, on en est quand même qu'à la bichromie. Alors, au-delà du vêtement, il y a également tout le domaine des transports et là, des mots et des objets du quotidien. Et là, des morales de la couleur pèsent d'un poids très lourd vers 1900. La chimie industrielle des colorants permet de fabriquer toutes sortes de couleurs. La palette pourrait être très diversifiée. Or, quand on regarde les premiers instruments de bureau, les premiers appareils ménagers, les premières voitures,
les premières machines à écrire. Tout ça est dans une gamme noire, gris, blanc, brun, pour des raisons morales. Les capitaux, en effet, sont le plus souvent aux mains de détenteurs protestants qui appliquent des valeurs protestantes dans les objets de consommation courante ou semi-courante. Ces morales de la couleur pèsent d'un poids considérable. Et le plus bel exemple, bien sûr, c'est Henry Ford, le fondateur des automobiles Ford, qui toute sa vie ne veut vendre que des voitures noires, pour des raisons morales. La couleur, ça a quelque chose d'impur, voire d'indécent. Ça va être la même chose d'ailleurs pour le cinéma en couleur. Le cinéma en couleur est prêt très tôt, bien avant la Première Guerre mondiale. Pas celui où on peint la pellicule, mais celui que nous connaissons. Mais pour sa diffusion en salle, il va falloir attendre encore au moins une génération et demie. Des images animées, c'était déjà indécent, mais des images animées et en couleur, pour ce puritanisme protestant, c'était vraiment obscène. Donc on a reculé la diffusion du cinéma en couleur, et ça touche un certain nombre d'objets, comme la Ford T, la voiture la plus vendue dans la première décennie du XXe siècle, qui n'est que noire. En revanche, quand on passe aux jouets des enfants, bien sûr, on trouve des voitures de toutes les couleurs. D'ailleurs, les enfants entretiennent dans ces années 1900 des liens avec la couleur beaucoup plus précoces, beaucoup plus importants que les adultes, avec les jouets, avec les vêtements, avec les confiseries. La couleur, comme si c'était pas très sérieux, c'est bon pour l'enfance. Enfin, et je termine par là, nous avons la chance d'avoir quelques enquêtes d'opinion sur les goûts en matière de couleurs dans ces années 1900. Voici une des enquêtes les plus souvent sollicitées, conduite dans toute l'Allemagne en 1903. Mais elle aurait été faite en France ou en Belgique, ça ne donnerait absolument aucune différence. Donc vous avez ici, pour les hommes et pour les femmes, les couleurs préférées dans l'ordre hiérarchique. Vous voyez que les couleurs préférées sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Le classement est à peu près le même. C'est d'ailleurs une constante. On a ces enquêtes d'opinion depuis les années 1880 à peu près. On en a encore aujourd'hui, si on fait. On en a des dizaines de milliers. On demande aux personnes dans la rue quelle est votre couleur préférée. Et ce qui est fascinant pour l'historien que je suis, c'est que les résultats sont toujours les mêmes. Malgré les changements de société, malgré les nouvelles matières, les nouvelles lumières, tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'impact sur ces résultats. Et ils sont les mêmes dans toute l'Europe occidentale. Il y a des variantes de pourcentage, mais à peine. Ils sont surtout absolument pas genrés, comme on dit, exactement les mêmes résultats pour les hommes et pour les femmes. Le bleu écrase tout. Le bleu, c'est la couleur préférée des Européens, devant le vert, mais loin derrière. 4 couleurs se partagent les premières places, et puis ensuite, les autres se partagent quelques miettes. Ça invite à réfléchir sur comment les couleurs évoluent, bien sûr, mais comment elles évoluent beaucoup plus lentement qu'on me pourrait le croire. Merci à tout le monde. Merci, monsieur le professeur, pour cette très très belle conférence et particulièrement adaptée à l'âge de cette maison Hanon. Merci infiniment, cher professeur, pour cette très belle conférence.